Bonjour et bienvenue sur les antennes de Radio Chine International Sénégal dans votre émission Historama. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ibrahima Aïdara, docteur en sciences économiques. Monsieur Aïdara, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler d'histoire. Vous avez donc publié votre ouvrage qui est intitulé Esquisse historique de la famille de Chérif Sidou Ahmad Al-Jalil Aïdara de Sibikuroto de 1820 à nos jours. Alors, pourquoi donc vous êtes intéressé à donc publier un tel ouvrage, à écrire, à faire des recherches pour un tel ouvrage? Merci monsieur pour cette question importante. Comme vous l'avez dit, je suis économiste de formation, mais aussi je suis très intéressé par les questions d'histoire, surtout l'histoire des grands hommes et des grandes dames qui ont marqué leur époque et contribué au progrès de l'humanité et de leur terroir. Donc, ce livre vient dans un contexte où, au Sénégal, le gouvernement a demandé à une commission scientifique de réécrire l'histoire générale du Sénégal. Et que l'histoire qui est enseignée aux générations de Sénégalais, qui a été écrite par les autres, surtout les colons, ne reflète pas nécessairement la vérité historique. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons approché la commission et donc nous avons voulu apporter notre contribution à cet exercice de réécriture de notre histoire nationale pour servir de référence aussi aux jeunes générations et les servir de guide et de modèle. Alors, donc, voilà pourquoi je suis motivé pour écrire cet ouvrage-là. Vous avez donc procédé de cette manière pour apporter votre contribution dans ce projet de réécriture de l'histoire générale du Sénégal. Vous avez donc en quelque sorte déconstruit ce que les Européens, dans une certaine mesure, avaient écrit sur certaines figures emblématiques. Et comme vous aussi, vous vous êtes intéressé à une partie, vous allez nous dire là aussi comment vous avez procédé pour le faire. Justement, j'ai procédé par la déconstruction et la reconstruction des faits historiques, surtout en ce qui concerne donc les grandes figures, en particulier l'histoire de cette famille que j'ai mentionnée, dont moi-même j'appartiens. Et donc j'ai révisité donc les manuscrits qui existent déjà, mais aussi les discussions que j'ai eues avec des générations précédentes qui ont vécu ou dont leurs pères ont vécu du temps de cette illustre figure et qui racontent cette histoire-là qui n'est pas reprise par les manuels tels qu'elle a été disons vécue. Et donc parce que justement leur approche mettant en doute l'approche de l'oralité a fait que beaucoup de nos histoires ne sont pas connues. Donc c'est par cette approche-là que j'ai procédé pour rassembler des informations que j'ai pu collecter et donc monter cet ouvrage. Alors, dans cette perspective aussi, est-ce que vous ne recevrez pas des critiques par certains aussi pour parler de subjectivité, d'autant plus que vous appartenez à la famille? Alors, les recherches pour donc éviter cela, qu'est-ce que vous allez répondre? Je pense que il y a probablement une part de subjectivité. J'ai essayé d'être objectif autant que possible, mais c'est aussi une porte ouverte à tous les chercheurs de s'y engouffrer pour disons mener leur propre investigation et rapporter telle qu'elle a été vécue la vérité historique de nos figures. Parce que jusque-là, nos chercheurs même qui ont mené des recherches partielles sur ces figures-là n'ont fait que reprendre ce que les colons ont écrit. Donc ils n'ont pas, en tant que fils du terroir,
ils n'ont pas nécessairement utilisé des outils d'investigation, approcher les gens qui ont vécu ou dont les parents ont vécu, qui pourraient leur rapporter l'histoire telle qu'elle a été réalisée. Donc, ils se sont contentés de copier, de coller l'écriture coloniale, ce qui n'a pas apporté de la valeur ajoutée, mais aussi une version critique de la chose historique. Donc, moi, je suis ouvert aux critiques aussi longtemps qu'on peut apporter des preuves à travers des investigations par des méthodes dont ils disposent pour ou apporter de la contradiction ou confirmer ce que j'ai dit. Mais j'ai essayé autant que soit peu de rester dans l'objectivité scientifique. Là aussi, il y a une porte qui est ouverte, ce sont les archives. Donc, peut-être certaines personnes s'intéressent plus aux archives pour faire des travaux. Mais là, vous avez élargi dans une certaine mesure, donc avec ces sources orales aussi pour mener vos recherches. Pas seulement que les sources orales, il y a des sources écrites. Et des sources écrites, oui. Il y a des sources écrites. Il y a des lettres qui sont, disons, déposées au niveau de la bibliothèque familiale dont j'ai eu accès. Et il y a aussi des écrits, même s'ils sont des écrits coloniaux, qui existent à l'IFAN et dans les bibliothèques universitaires, que soit j'ai confirmé ou j'ai contesté. Et donc moi, je suis ouvert aussi aux critiques et je suis préparé pour ça en tant que chercheur moi-même. Et donc, en fait, il n'y a pas que des sources orales. Et même les sources orales que j'ai reprises sont, disons, infalsifiables. C'est des sources d'inspiration d'autres approches de la même façon, comme les récits, comme on a construit autour des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été rapportés par les sahaba, donc les compagnons ou les gens qui ont vécu au temps de ces compagnons-là. Donc j'ai suivi ces approches complémentaires pour construire l'ouvrage. Alors, je rappelle donc le titre de cet ouvrage, Esquisse historique de la famille de Chérif Sidou Ahmad Al-Jalil Haïdara de Sibi Kouroto de 1820 à nos jours. Alors, là, vous vous êtes investi pour faire connaître les familles chérifiennes de la Sénégambie méridionale. Vous allez nous parler un peu de ce focus sur la vie et l'œuvre de Cheikh Sidou Ahmad Al-Jalil Haïdara. Incontestablement, les shérifs ont été d'un grand apport dans le développement tout court de cette partie géographique située en Sénégambie méridionale et qui est connue par les populations, surtout les populations de ces territoires. Et bien au-delà, entre la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali. Donc, et l'histoire rapporte que les familles chérifiennes viennent de la lignée sainte de la famille du prophète. Et donc, si tel est le cas, ça veut dire qu'ils sont originaires de la Mecque du Hijaz. Et je m'étais intéressé des parents potentiels qui ont pu quitter les premiers de leur terre natale et par quel itinéraire ils sont passés jusqu'à arriver là où l'on est. Donc j'ai essayé de retracer donc cet itinéraire ou en tout cas indiquer le probable itinéraire qu'ils auraient dû suivre pour arriver jusque là où nous sommes. Et donc remonter aussi l'arbre généalogique pour montrer, disons, la lignée de cette famille-là et leur contribution dans le développement du groupe, comme je l'ai dit, aussi bien au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, au niveau culturel, leur rayonnement dans les territoires où ils se sont implantés. Et vous situez leur présence dans cette zone de la Sénégambie vers quand?
Je l'ai situé au début du 19e siècle, comme je l'ai montré dans l'ouvrage, donc vers 1820, que l'arrière-grand-père aurait quitté son Tombouctou natal par des phénomènes de migration, mais aussi des phénomènes mystiques pour, disons, migrer de Tombouctou à la Haute-Gambie avant de faire le tour vers la Casamance et la Guinée-Bissau dans l'empire du Gabou pour faire ce qu'il a eu à faire et avoir le fils prodige qu'il cherchait à l'époque, qui est nommé Chérif Sid Ahmed El-Djali, qui a marqué l'histoire de son empreinte. Alors, l'homme, pour ceux qui ne le connaissent pas carrément, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui en dehors de cette contribution? Chérif Sid Ahmed est un homme multidimensionnel. Un homme, disons que d'une grande valeur, véritablement, qu'il a tiré lui-même de sa lignée familiale de la Sainte Famille du Prophète. Et donc, d'une grande générosité et d'une grande, disons, dimension intellectuelle. Il est connu pour être un waliou à son époque, Khutbul Awliya, comme on dit. Et donc, il a enseigné l'islam et d'autres sciences à ses disciples pour servir leur communauté et s'en servir. Il a formé plusieurs hommes, plusieurs moukadam entre le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, qui, eux, à leur tour, ont pu former aussi d'autres hommes de grande valeur. Il a contribué sur le plan, disons, économique et social à construire une économie communautaire ou territoriale qui était basée fondamentalement sur la souveraineté. Il ne dépendait pas de l'extérieur. Tout ce dont il a besoin est en grande partie produit localement. Donc, pour garder son indépendance et son autonomie. Donc, il a assuré en même temps son indépendance, son autonomie intellectuelle, où il savait prendre du recul et élaborer lui-même des théories et des modèles de connaissances, et son indépendance économique et politique. Il a eu des relations avec beaucoup de grandes personnalités de son époque qui est resté, disons, jusqu'à nos jours, où la famille entretient ces mêmes relations de cordialité avec ces grandes maisons, ces populations de la localité. Ibrahima Aïdara, je rappelle que vous êtes docteur S sciences économiques. Vous vous intéressez à une figure religieuse emblématique, pour ne pas dire même à toute la famille chérifienne de la Sénégambie. Et vous avez donc fait un large focus sur la vie et l'œuvre de Cheikh Sidou Ahmed Al-Jalil Aïdara. Alors, certainement aussi, son installation dans cette zone coïncide en quelque sorte avec la colonisation. Donc, on peut se poser des questions aussi, ses relations avec le colon, comment ça s'est passé, parce que quelque part aussi, on note dans la 4e de couverture, vous parlez donc qu'il a pris des décisions courageuses, difficiles. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Donc, je disais donc, le shérif a su d'abord, disons, décomplexifier son écosystème en ayant lui-même une connaissance solide, en plus du Coran, mais d'autres sciences
pour faire face sans aucun complexe à n'importe qui, que ce soit le colon ou n'importe quelle autre personne dotée des mêmes patrimoines. Donc, il a eu effectivement des relations avec le colon qui n'étaient pas confrontationnelles, je dois dire. À l'exception de certains endroits où ça a été plus ou moins conflictuel, de façon générale, il a su gérer ces rapports parce que pour l'essentiel, ce qui intéressait les shérifs, c'est, comme je l'ai dit, la lutte contre les injustices, les inégalités. Et donc, il a su protéger sa communauté contre ces injustices-là et les a renforcées en termes de pouvoir économique et de savoir pour pouvoir, disons, conduire le peuple destiné sans pour autant être des esclaves du colon. Et il a su gérer donc cette relation-là sans être confrontationnel avec le colon, comme je disais, à l'exception de quelques trucs, de quelques moments où, justement, dans la défense des populations locales, il a eu à croiser avec le colon, et ça, c'était des moments plus ou moins difficiles. Il a été, disons, même conduit au tribunal à cause de ça, en défendant sa communauté, ses talibés qui ont eu des relations difficiles avec le commandant du cercle à l'époque de Sédhiou. Alors, on a vu aussi déconstruire des faux clichés et contre-vérités séculaires. Pourquoi vous le jugez comme ça? Oui, je pense que c'est très important parce que il faut, disons, se battre pour le rétablissement de la vérité historique et contre la pensée unique. L'on voulait nous faire croire que peut-être nous sommes des sous-hommes, disons, bons à être dominés éternellement, alors que ça n'a pas été le cas. Donc, il fallait, pour nous, la déconstruction et la reconstruction des faits historiques participe à la construction de nos propres modèles. Nous avons besoin et nous avons par le passé des modèles dignes de valeur qui pouvaient être adaptés et utilisés pour nous servir de référence, de guide pour, disons, déterminer notre perspective d'avenir. Pas seulement pour se référer à d'autres qui, de toute façon, du fait de nos différences culturelles, sociales et politiques, ne pourront jamais marcher chez nous. Donc, il est important pour nous, si on veut effectivement avoir notre indépendance, d'avoir nos modèles de référence, de savoir d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous voulons aller, et on ne peut faire ça que si on se base sur nos valeurs nous-mêmes et croire à nos potentialités. Je rappelle que vous suivez votre émission Histoire Roman sur Radio Chine International Sénégal. Notre invité est Ibrahima Aïdara, auteur de l'ouvrage Esquisse historique de la famille de Chérif Sidou Ahmad Al-Jalil Aïdara de Sibi et Okoroto de 1820 à nos jours. Alors, M. Aïdara est docteur S sciences économiques, donc il s'intéresse à l'histoire de certaines figures emblématiques. M. Aïdara, vous pouvez nous dire également dans l'installation donc de cette figure emblématique dans la zone de la Sénégambie, à savoir donc Cheikh Sidou Ahmad Al-Jalil Aïdara, est-ce qu'il y a des capitales, si je peux m'exprimer ainsi, des villages qui ont été créés, construits donc par le guide? Oui, le shérif a disons,
disons, passé par plusieurs étapes. Lui-même, ses parents venaient de Togo. Lui-même, ses parents venaient de Tombouctou. Son père venait de Tombouctou et il s'est installé à Togo, dans le Niani gambien. Donc, dans le terroir du Niani en Gambie, et où il est né. Donc, de là-bas, il a fait ses études et ses initiations par, disons, l'intermédiaire de ses grands frères, comme son papa lui-même était rappelé à Dieu très tôt quand il avait 3 ans. Donc, il a été encadré par ses 2 grands frères aînés qui lui ont enseigné le Coran et d'autres livres avant qu'il ne se rende en Mauritanie, à Nimjat, auprès du cheikh Sadbou, radiallahu anhu, pour compléter et remplir la mission qui lui a été confiée par son feu père. Donc, par la suite, à son retour de Nimjat, il est passé par plusieurs étapes, comme je l'ai dit, de Dobo dans le Niani gambien. Il est allé chez ses oncles, parce que ses oncles, son père est shérif, mais ses oncles sont de l'Empire du Gabou, des mandingues de l'Empire du Gabou, qui eux-mêmes étaient les rois dans cet empire-là. Donc, c'est là où venait donc sa maman. Et donc, il est passé par donc ce terroir du Gabou, et par la suite, disons, par instruction et de la recherche du lieu où il doit s'installer définitivement et faire son adoration et ses enseignements, il est passé par plusieurs étapes. Après le Niani, il est passé un peu en Guinée-Bissau, dans le pays de Guinée-Bissau, où il a fait le terroir de Bidjini, qui est dans le Gabou, aussi en Guinée-Bissau, avant de descendre vers la Casamance, à Tanaf, puis il est rentré dans le Pakao, à Sandiniéry, et son premier village qu'il a construit lui-même se situe dans le Pakao. Donc, un village qu'il a construit de toutes pièces qui s'appelait Bougo, dans le cœur du Pakao, où il a séjourné pendant quelques années avant de quitter ses lieux pour venir s'installer à Darussalam, aussi dans le Pakao. Mais tous ces déplacements étaient guidés par la recherche de ces lieux historiques, de ces lieux saints qu'il cherchait pour aller s'installer et établir son khilafa et donc procéder à ses enseignements. Donc, du Pakao, il est rentré dans le Foni, dans le pays Diola en Casamance, où il est passé par Bona, puis par Mambini, et puis finalement, il est venu s'installer en créant aussi de toutes pièces le village de Sibikuroto où sa famille réside jusque-là en ce moment. Donc Sibikuroto de Shérif Kounda. Donc vous voyez, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été du tout repos. Il s'était battu le long. Il a fait une longue pérégrination avant de retrouver le lieu emblématique qu'il recherchait et qu'il voyait dans ses recherches mystiques, en suivant donc les indications jusqu'à arriver dans cette partie de la Casamance, à la limite de la moyenne et de la basse Casamance, sur le fleuve de la Casamance. Le village qu'il a construit et l'a nommé Sibikuroto Shérif Kounda. Alors, dans un premier temps, à l'accueil, comment ça s'est passé dans cette partie? Donc, je disais que ce n'était pas de tout repos. Il y avait très probablement des difficultés, mais l'accueil
était resté toujours populaire parce que le shérif a su utiliser son capital social. Donc je disais que lui-même son père est shérif, mais sa maman est du pays mandingue. Et donc les passages, les points où il était passé sont essentiellement les pays mandingues. Et le shérif comprenait parfaitement les langues locales. Et donc c'est comme ça que d'un point de vue populaire, il n'avait de façon générale pas de résistance. Et l'accueil était toujours enthousiaste, était toujours populaire. Et il a noué des relations très cordiales avec ceux qu'il considérait comme ses oncles, qui sont les mandingues en général. Alors, peut-être aussi, vous nous avez parlé de ces relations avec Cheikhna Cheikh Sadibou. Là aussi, on peut peut-être vous donner la possibilité donc de nous guider plus. Il avait des relations très cordiales avec Cheikhna Cheikh Sadibou, qui à l'époque rayonnait de mille feux sur son époque et dans la région. C'était un passage obligé de tous les wilayas qui voulaient atteindre cette dimension élevée. Chez Sadibou était le passage incontournable. Et d'après l'histoire, le père de Chérif Sidou, qui s'appelle Moulay Abou Bakar, avant de décéder, avait confié cette mission-là à une personne inconnue pour dire que à un moment donné, son fils devrait se rendre auprès de Cheikhna Cheikh Sadibou pour compléter sa formation et aussi recevoir, disons, son héritage, qui, dans leur relation de wilaya, probablement, Moulay Abou Bakar avait eu cette relation mystique, mais aussi très cordiale avec son frère Cheikhna Cheikh Sadibou à Nimjat. Donc, c'est ainsi que quand il a atteint cet âge-là, donc au voisinage de 17-18 ans, donc il a quitté sa maman et ses frères à Dobo en Gambie pour aller se rendre en passant également par plusieurs autres étapes jusqu'à Nimjat, où il a passé 7 bonnes années auprès de son guide, Cheikh Sadibou, qu'il respectait beaucoup, que nous respectons beaucoup, qui, comme je l'ai dit, était à l'époque vraiment la lumière de son époque, du terroir. Alors, vous êtes spécialiste donc en sciences économiques. Là aussi, peut-être l'apport économique ou la procédure donc du shérif. Est-ce que on peut savoir comment donc il procédait avec donc ses talibés, mais également ses voisins? Donc, je disais que il avait des très bonnes relations, des relations même empreintes de cordialité avec ses voisins. Quand il s'était installé donc à Sidi Kouroto, ses voisins étaient devenus presque ses parents en islam. Donc avec un bon voisinage, en commençant par nos frères, ses frères qui sont également venus du Pakao, donc de Djidé Kounda, et aussi de Simakunda, et les autres villages qui nous entouraient. Et donc, comme je l'ai aussi expliqué, le shérif, son approche était basée sur la souveraineté et l'indépendance dans tous les domaines. Donc, d'un point de vue économique, ce qu'il a fait, ce qu'il a dominé à son époque, c'est son indépendance économique. Donc, il avait des champs et des rizières où il cultivait lui-même avec ses talibés et ses épouses. Donc, il avait de vastes champs d'agriculture. Il avait également, disons, pratiqué beaucoup l'arboriculture. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez dans ce village, vous trouvez des vergers de mangues, d'orangers, etc. Donc, il a assuré cette indépendance-là. En plus de l'agriculture, à son époque, il s'est aussi appuyé sur l'artisanat local pour fournir tous les services
et les biens dont les populations ont besoin en priorité avant même de penser à l'exportation. Par exemple, il avait institué dans son village une communauté de pêcheurs qu'on appelait les Nyominka, qui étaient venus du pays Serer, qu'il a fait amener du pays Serer dans le Nyomi pour les installer dans le village et qui, disons, fournissaient le poisson et même le vendaient en dehors du village. Il avait fait amener des bûcherons pour la production, le travail de menuiserie. Il avait aussi fait amener une communauté de tisserands qui tissaient donc des pagnes, des jolis pagnes, qui vendaient ou fournissaient donc aux populations locales et l'exportaient. Il a aussi pratiqué le commerce où il, disons, finançait ses talibés et ses disciples pour exercer des activités de commerce ainsi que des activités d'élevage. Il avait beaucoup de bétail, des moutons, des bœufs qu'il confiait également à ses disciples, pas seulement dans le village, mais dans les villages voisins, et qui assurait son autonomie et son indépendance de tout ce qu'il pourrait avoir besoin. Et un de mes oncles m'avait dit qu'à l'époque, ce village-là était considéré en quelque sorte comme la capitale de la Casamance. Il me disait que tout ce que tu ne peux pas trouver à Ziguinchor, pour ceux qui connaissent la géographie de la Casamance, Ziguinchor étant la capitale régionale, tout ce que tu ne peux pas trouver à Ziguinchor, tu venais à Sibikorope et tu le trouvais. Et eux, les jeunes qu'on envoyait par exemple pour aller à faire des missions à Sédhiou, des choses comme ça, pour des lieux qui sont distants d'une centaine de kilomètres, tu partais là-bas, tu n'as pas envie de dormir en cours de route. Et donc, pour montrer un peu le rayonnement et la dimension de ce village à son époque qu'il a su construire et, disons, fondé sur le travail et le savoir. Oui, au début, vous nous avez parlé donc de votre contribution pour Histoire générale du Sénégal, dans la réécriture donc de l'Histoire générale du Sénégal. Est-ce que vous vous êtes approché aussi des commissions qui gèrent cela? Oui, je disais que ça fait partie de ma motivation pour écrire ces contributions. Comme je l'ai expliqué dans mon introduction, quand la commission a été installée et qu'ils ont commencé à travailler, donc les premiers volumes qu'ils ont produits, si vous avez suivi, cette actualité-là avait suscité une certaine tollée, surtout dans les parties qui ont porté sur les familles religieuses. Et il y avait beaucoup de critiques portées sur l'approche et peut-être même par moments des trucs personnels sur le président de la commission, le feu professeur Ibadé Thiam, que Dieu ait pitié de son âme, et que je salue aussi sa famille au passage, parce que c'est un intellectuel. Il a été un intellectuel d'une dimension incommensurable et d'une modestie aussi véritablement digne d'un intellectuel de son rang. Donc, quand nous les avions rapprochés à notre tour pour savoir ce qui a été écrit en relation avec la famille sainte de Chérif Ahmed El-Toli, nous nous sommes rendus compte que pratiquement rien n'a été écrit. Il y avait une ou deux lignes qui a été écrite dans ce premier travail qui portait sur, je pense, 6 ou 7 volumes, tomes de ce genre. Ce qui un peu montrait la méconnaissance des auteurs de l'histoire générale du Sénégal, de cette partie de l'histoire du Sénégal et de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, quand nous avions échangé avec le professeur et son équipe, puisqu'on a pris rendez-vous, et j'ai pris le temps aussi avec mon équipe de visiter ce qu'ils ont fait. Et donc, nous les avions rencontrés en connaissance de cause pour échanger comment est-ce que ça s'était passé, et au point que cette partie de l'histoire n'a pas été capturée dans leurs travaux. Et prof nous a effectivement dit en toute honnêteté qu'il savait que
de grandes figures ont existé et existent encore dans cette partie du terrain, surtout les shérifs, mais dans la réalité, ils ne connaissent pas tellement. Et que nous-mêmes qui sommes des membres de la famille ou de cette communauté-là, qui ont ces informations, que l'on pourrait écrire et verser dans le débat. Et ils vont voir ce qu'ils pourront prendre. Donc c'est ainsi que nous nous sommes mis d'accord sur ces termes. Et donc nous avons pris du recul pour nous-mêmes écrire et apporter une perspective dans ce débat-là. Donc, et nous avons aussi pris l'initiative pour approcher la maison d'édition pour nous aider à publier. Maintenant, à eux, les membres de la commission, de voir ce qu'ils pourront prendre dans leurs travaux futurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les chercheurs puissent s'intéresser à ces questions-là et que cette partie de l'histoire du pays puisse être aussi connue et servir ce que de droit. Oui, c'est bien de répondre aussi aux appels à contribution. Vous avez donc apporté votre touche Histoire générale du Sénégal. Certainement aussi va donc apprécier votre travail et c'est très quand même intéressant d'écrire sur des figures emblématiques de cette dimension. Je rappelle que nous sommes avec Ibrahima Aïdara, docteur S sciences économiques, auteur de l'ouvrage Esquisse historique de la famille de Chérif Sidou Ahmad Al-Jalil Aïdara de Sibi Kouroto de 1820 à nos jours, l'invité donc de l'émission Historaman sur Radio Chine International Sénégal. Cher invité, donc c'est pratiquement la fin de l'entretien. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Historama, présenté par Ousmane Mangal. Amis auditeurs, c'est fini pour ce numéro de Historama. Notre invité donc était Ibrahima Aïdara, docteur S sciences économiques, auteur donc de l'ouvrage Esquisse historique de la famille de Chérif Sidou Ahmad Al-Jalil Aïdara de Sibi Kouroto de 1820 à nos jours. À la présentation, il y avait Ousmane Mangan, à la mise en onde radiophonique Follousso. Merci de nous rester fidèles sur les antennes de Radio Chine International.